Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'affaire de la mission Julia sur les otages n'en finit pas de faire des vagues. D'après le journal Le Monde, les autorités françaises qui ont condamné cette tentative étaient informées dès sa conception début septembre. Sans démentir formellement ces informations, l'Elysée fait savoir que l'initiative n'a été ni approuvée ni soutenue. Un dossier à rebondissement, l'imam de Vénissieux, Abdelkader Bouziane, devrait à nouveau être expulsé. Le Conseil d'État a finalement donné raison au ministère de l'Intérieur. L'imam se dit prêt ce soir à se rendre à la police. La lutte contre la violence à l'école, c'est officiel. Chaque collège et chaque lycée aura dès cette année un correspondant au commissariat ou à la gendarmerie. François Fillon et Dominique de Villepin ont signé ensemble le protocole d'accord. Le numéro d'appel unique 3939 pour les renseignements administratifs a été victime de son succès. 15 000 appels en 3 heures dès sa mise en service ce matin. Les lignes sont saturées. À l'étranger, Lula conforté au Brésil. Le Parti des travailleurs l'emporte aux élections municipales. 2 ans après son élection, le président, icône de l'altermondialisme, a réussi à relancer la croissance main dans la main avec le FMI. Enfin, la folie des coquilles Saint-Jacques, on en mange de plus en plus. La pêche a commencé ce matin en France, premier consommateur mondial, mais elle ne couvre que 15% de nos besoins. D'abord donc ces nouveaux développements après l'opération manquée du député Didier Julia pour faire libérer les otages. Qui savait, qui était au courant? Ce soir la polémique gronde, on y revient dans un instant. Auparavant, les tout derniers éléments, appel des familles de Christian Chesneau et Georges Malbruno, réunion à Matignon et apparition de Philippe Brett à Damas en Syrie. Florence Bouquilla avec Samassoula. Philippe Brett est réapparu cet après-midi au bar de l'hôtel Cham Palace à Damas. Selon nos informations, il est en Syrie depuis vendredi matin. Aujourd'hui, il refuse d'être interviewé, mais s'entretient un long moment avec notre envoyé spécial. Il lui confirme avoir vu les otages à 25 mètres. Il n'aurait pas pu leur parler, mais ils seraient partis ensemble en convoi vers la frontière syrienne. C'est là, dit-il, qu'il les aurait perdus. Impossible de vérifier ses dires. Quant au député Julia, il devait repartir hier de Damas, mais aux surprises, était toujours à l'hôtel Cham Palace ce matin, beaucoup moins loquace que la veille. Bonjour. Salut. On vient aux nouvelles. Pour l'instant, il y en a pas, je suis en communication. Oui, je suis parti, je suis revenu, oui. Et Didier Julia est finalement reparti pour Paris aujourd'hui, en passant par Beyrouth, comme à l'aller. Le député UMP compte affronter ses détracteurs en France. Ce que j'ai prévu, c'est de comparaître demain après-midi à 16h15 avec Michel Barnier devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et de livrer mes informations en direct à mes collègues députés à l'Assemblée nationale française et de comparer ces informations avec celles que possède M. Michel Barnier. Après l'échec de cette médiation controversée, les proches de Christian Chesneau et Georges Malbruno sont inquiets. Les familles des otages en appellent à la responsabilité et à la discrétion de chacun. Et le Premier ministre de renchérir aujourd'hui à Paris. Je n'ai qu'une seule priorité, la libération rapide des otages. C'est pourquoi je suis fidèle au message de leur famille, action, mais aussi discrétion. À Matignon, cet après-midi, une réunion de crise a été consacrée aux otages français. Et à Damas, l'un des émissaires de la diplomatie française, le général Philippe Rondeau, travaille en coordination avec les services syriens pour tenter de renouer avec les ravisseurs. Et on en vient à la polémique proprement dite. Ces derniers jours, vous le savez, l'initiative de Didier Julia a été condamnée. Le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, a d'ailleurs réaffirmé aujourd'hui qu'elle était profondément regrettable. Ce sont ces termes. Certains dans le groupe UMP parlent même de sanctions. Et pourtant, d'après le journal Le Monde, les autorités françaises auraient été informées de cette opération dès sa conception il y a 1 mois. Arnaud Boutet. En fin d'après-midi, la mise au point émane du porte-parole de l'Elysée. Les pouvoirs publics n'ont jamais ni approuvé ni soutenu l'initiative personnelle de Didier Julia et de ses collaborateurs. Les pouvoirs publics n'ont découvert la réalité de l'opération conduite par M. Julia à partir de Damas qu'après qu'elle a été engagée. Dans son édition du soir, le journal Le Monde affirme le contraire. Selon le quotidien, l'Elysée était informé via des intermédiaires. Vérité ou mensonge, samedi à Damas, Didier Julia jouait l'ambiguïté. Selon lui, le chef de l'État aurait prononcé la phrase suivante. S'il y avait eu une possibilité, ça valait le coup de l'avoir tenté. Une phrase exprimée par l'entourage du chef de l'État et qui ne signifie pas un feu vert pour l'opération. En début d'après-midi, le ministre chargé des relations avec le Parlement faisait entendre sa différence. L'initiative Julia, pourquoi pas, mais pas comme ça.
Je dis que si on veut apporter sa pierre à la construction d'un édifice et à la circonstance, à la libération des otages, on peut imaginer que ça se fasse, mais sûrement dans une très très grande discrétion. Demain, le retour de Didier Julia devant ses collègues de l'Assemblée nationale promet déjà d'être animé. Oui, Didier Julia qui vient en fait de regagner Paris. Son avion de ligne a atterri il y a quelques minutes à l'aéroport de Roissy. Et Didier Julia qui a répondu dès ce soir aux questions de la presse. Qui était au courant? C'est la question qui lui est posée. Écoutez sa réponse. Est-ce que vous aviez carte blanche de l'Élysée? Je n'avais aucun mandat, ni de l'Élysée, ni de Matignon, ni de personne. Est-ce que vous avez informé l'Élysée? C'est une autre question à laquelle je répondrai plus tard. Répondez-nous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez, oui ou non, informé l'Élysée de cette opération? L'Élysée était au courant depuis le départ, mais aucune initiative, aucun mandat, aucun blanc-seing de personne. Voilà pour la version de Didier Julia. Gilles Leclerc nous a rejoint. Bonsoir Gilles, car l'affaire tourne à la controverse politique. Elle a mis fin à cette histoire Didier Julia au climat d'union nationale qui prévalait sur ce dossier des otages. Oui, c'est vrai que l'espace d'un week-end, la pression est devenue forte sur l'Élysée, pression médiatique et pression politique. Et la question de la libération des otages est suffisamment grave pour que la présidence de la République ne soit obligée, en plus, de gérer plus ou moins bien ce qui commence à ressembler à l'affaire de l'affaire, c'est-à-dire les versions parfois contradictoires entre les pouvoirs publics et cette mission parallèle. L'Élysée dit donc stop ce soir. Certes, précise l'entourage de Jacques Chirac, il y a eu information de l'initiative Julia, mais à la date du 27 septembre et non du 5. Mais si les conditions de cette mission sont restées floues, et on peut constater que le député UMP n'a pas été empêché d'ailleurs de poursuivre sa mission. Reste qu'après les propos officiels plutôt, disons, mesurés de la semaine dernière de la part de l'exécutif, le ton a visiblement changé à la veille de la rentrée parlementaire, c'est demain. Bref, l'Élysée veut recentrer le débat uniquement sur la libération des otages. C'est certes plus clair que la communication brouillonne, dispersée des derniers jours, une gestion qui commence à faire des dégâts politiques dans l'Hexagone et qui risque également d'abîmer l'image diplomatique de la France dans le monde. Merci Gilles. J'ajoute que Jean-Pierre Raffarin recevra demain matin les dirigeants des principaux partis politiques pour les informer de la situation, comme il l'a d'ailleurs déjà fait plusieurs fois. Ce sera ensuite la rentrée parlementaire et la première séance de questions au gouvernement. Il sera bien sûr question de cette affaire dans l'affaire, pour reprendre votre expression. Toujours à propos des otages, sachez que 2 Indonésiennes retenues depuis plusieurs jours ont été libérées aujourd'hui. Elles travaillent pour une entreprise d'électronique britannique en Irak, à Bagdad. On a appris en revanche qu'un Italien d'origine irakienne et un Turc ont été assassinés par balle. Leur mort a été filmée par les ravisseurs. En France, c'est décidément un feuilleton à épisodes. Après avoir été expulsé, puis rapatrié, l'imam de Vénissieux Abdelkader Bouziane devrait à nouveau quitter le territoire. Le Conseil d'État a cassé la précédente décision de justice. Il donne raison finalement au ministère de l'Intérieur. L'imam qui avait justifié, vous vous en souvenez, les châtiments corporels contre les femmes, se dit déçu, mais prêt à coopérer avec les autorités françaises. Frédéric Crotta, Benoît Gadret. Abdelkader Bouziane, le retour, ou plutôt second retour vers l'Algérie. Dans le rôle-titre, l'imam de Vénissieux, empêtré dans un scénario juridique complexe. Février 2004, le ministre de l'Intérieur lui reproche des propos qu'il juge scandaleux. Dans un magazine lyonnais, l'imam approuve la lapidation des femmes, les châtiments corporels contre les épouses infidèles et tient des propos ambigus sur le terrorisme. Avril 2004, le gouvernement met à exécution sa décision. L'imam Bouziane est reconduit à la frontière une première fois. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Le tribunal administratif de Lyon suspend l'arrêté d'expulsion. L'imam revient en France, un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le Conseil d'État vient au secours de Dominique de Villepin. Il contredit le tribunal administratif et autorise de nouveau l'expulsion de l'imam Bouziane. Celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer, mais fait savoir qu'il n'a rien à se reprocher. Je viens de l'entretenir, il est disposé à se rendre donc, dans les locaux de la police administrative pour qu'il soit éconduit vers son pays dont il a la nationalité. Cette seconde expulsion peut avoir lieu d'un moment à l'autre, mais il faut savoir que le tribunal administratif se prononcera dans quelques semaines sur le fond de cette affaire. Les allers-retours de l'imam en Algérie ne sont peut-être pas terminés.
Les suites du coup de filet contre Théa en France, les perquisitions se sont poursuivies aujourd'hui. 3 personnes sur les 17 interpellées ont été relâchées par ailleurs. Et les policiers reconstituent maintenant l'itinéraire des 2 principaux dirigeants de l'organisation, arrêtés presque par surprise. Un couple aux allures de Bonnie and Clyde, impliqué directement dans plusieurs assassinats et qui vivait dans la plus complète clandestinité depuis 11 ans avec un fils de 9 ans. Audrey Goutard, Anouk Burel. Dans cette voiture, Soledad Iparaguirre, alias Amboto. Elle revient sur les lieux de son arrestation pour participer aux perquisitions. Avec elle, son mari, Mikel Anza, considéré comme le chef de Théa. Ils vivaient ici, tranquillement, dans ce petit village, avec leur enfant de 9 ans. Personne ne se doutait de rien. Jamais ils ne rataient une réunion de parents d'élèves à l'école de leur fils. Et pourtant... Elle, c'est une tueuse, c'est-à-dire qu'on lui reproche une quinzaine d'assassinats commis aussi bien avec le commando Alava qu'avec le commando Madrid. Et c'est un couple d'enfer, ils sont ensemble depuis 6 ou 7 ans. Le commando Madrid, responsable de plusieurs attentats sanglants et de meurtres en Espagne. Soledad Iparaguirre en a été la chef. Si elle semblait s'être rangée ces dernières années, ce n'est pas le cas de son mari, le patron des 17 personnes interpellées hier. Il gérait aussi les 7 caches d'armes mises au jour. Des dizaines de lance-roquettes, 700 kilos de dynamite, 500 de chlorate de potassium, des pistolets, des munitions, dissimulés dans des caches sophistiquées. Une trappe actionnée par télécommande. Au sous-sol, des armes, mais aussi des dortoirs et même un stand de tir. Chaque fois qu'on trouve des armes appartenant à Théa, on claironne, ça y est, l'arsenal de Théa a été découvert. Rien ne nous prouve que la prochaine fois, parce qu'il y aura certainement une prochaine fois, on ne trouvera pas d'autres arsenaux. Il ne faut pas croire que Théa soit désarmé parce qu'on a trouvé ces arsenaux hier. Les enquêteurs aussi restent prudents. Ils ont certes porté un coup à l'organisation, mais ils le savent. ETA s'est déjà trouvé un nouveau chef. Et aujourd'hui, le président du gouvernement espagnol, José Luis Zapatero, a remercié publiquement la France et Jacques Chirac suite à ces arrestations. La violence à l'école, les chiffres montrent qu'elle continue à augmenter régulièrement. On avait parlé il y a quelques mois de la création d'un correspondant de la police ou de la gendarmerie pour chaque collège ou chaque lycée, un interlocuteur unique pour faciliter, accélérer les choses. Eh bien, le protocole d'accord a été signé aujourd'hui. Il vise les incivilités, les bagarres et aussi le racket. Nabila Tabouri, Mathieu Birdel. Vous en connaissez, vous, des enfants qui sont victimes de racket? Non. Non? Et pourtant, le racket, ça existe. Pour en parler, pas moins de 2 ministres dépêchés dans ce collège de Dreux, car il y a urgence. En 2003-2004, la violence scolaire a augmenté, plus 9,5% d'après le ministère de l'Éducation. Violence physique, insultes, menaces, jusqu'au racket, 1757 cas par an. Résultat de cette visite, un correspondant police ou gendarmerie sera nommé dans chaque établissement pour conseiller ou intervenir en cas de violence. Ton argent, ta montre, tout le reste. Ça fait combien de temps que tu te fais dépouiller comme ça, hein? En attendant le correspondant dans ce collège, on tente de prévenir le racket. Projection d'un film, puis discussion. Objectif, inciter les élèves à briser la loi du silence. Ne pas passer pour des balances. Pensez-vous que ce n'est pas bien d'aller dénoncer un comportement comme celui que l'on voit dans le film? C'est bien de le faire pour aider son camarade, parce que si il le dénonce pas, ça va continuer. Bien. Je suis pas très costaud, et donc c'est un petit peu un défaut contre le racket, mais faut toujours être vigilant. Et parce que la loi du silence a parfois besoin d'anonymat pour être brisée, il existe un numéro gratuit, celui de Jeunes Violences Écoute. Au conseiller principal d'éducation. Au bout du fil, des psychologues conseillent chaque année quelques 65 000 jeunes. Et chaque établissement a sa manière de faire, sa méthode. Certaines peuvent surprendre. Ainsi, à Blois, le plus grand collège-lycée de la ville, a recours depuis la rentrée à des vigiles d'une société privée pour surveiller les entrées et les sorties. Reportage François Privat, Alain Darigrand. Vol de portables, de cigarettes. Ces lycéens de Blois dénoncent une dizaine d'agressions perpétrées depuis septembre aux abords de la cité scolaire de Seigne. 2500 élèves. Une jeune fille, rackettée, vient de porter plainte pour coups et blessures. Moi j'étais avec des copines, on était en groupe, ça les a pas dérangés. Il y avait beaucoup de monde, ça les a pas dérangés. Ils ont insulté les pionnes, il y a une pionne qui a failli se faire frapper. Tout ça, ça les dérange pas, quoi. Donc, quand on vous agresse, c'est publiquement devant tout le monde? Voilà.
Ils s'attaquent à n'importe qui. C'est pas une personne en particulier. Ils veulent quoi? Ils veulent des cigarettes, ils veulent le portable, et ils veulent surtout qu'on dise rien. Devant un autre établissement scolaire, depuis septembre, c'est un vigile que l'on retrouve à l'une des 2 entrées d'une cité de 1950 élèves. Cet agent de sécurité contrôle toutes les allées et venues. C'est bon, c'est bon. On fait surtout de la prévention, et de la protection, on protège les élèves pour pas qu'ils se fassent agresser. Donc la carte, c'est pour montrer qu'ils font bien partie de l'établissement. C'est le conseil d'administration qui a validé une décision du proviseur contraint de remplacer 18 contrats emploi solidarité non renouvelés par 5 vigiles d'une société privée. Bien sûr qu'elle heurte les principes du service public, que nous partageons tous. Entre morale de conviction et morale de responsabilité, j'ai privilégié la morale de responsabilité parce que c'est ma responsabilité effectivement de prévenir tout risque pour l'ensemble des membres de cette comité scolaire. Si parfois des policiers sont effectivement présents aux abords des établissements scolaires de Blois, ils restent trop discrets, selon les élèves. Actualité sociale depuis ce matin, plus aucun bateau n'entre ou ne sort des principaux ports de la Méditerranée. Les marins-pêcheurs bloquent les issues. Ils protestent, vous le savez, contre la hausse des prix du gazole. Les passagers des ferries ont finalement pu accoster, mais après des heures d'attente. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan à Marseille. Des pétroliers, des méthaniers bloqués au mouillage au large du complexe pétrochimique de Fos-sur-Mer. Avec ce barrage, les pêcheurs visent leur cible au cœur, l'industrie pétrolière. Les petits bateaux, ils font le va-et-vient pour tout le monde. Alors on y va, on attaque. Le plan de bataille dressé au cours du week-end est clair. Bloquer les ports de la région, faire pression, sonner l'alarme. Les marins-pêcheurs se disent étranglés par la hausse du prix du gazole qu'ils consomment en quantité, 2000 litres par jour en moyenne. On est arrivé à une limite qui n'est plus supportable pour les armements, quoi. Le prix du gasoil, ça va plus, quoi. On peut plus suivre. On peut plus suivre. Depuis 5 heures du matin, les pêcheurs venus parfois de Sète bloquent le port de Marseille. Au large, un ferry et 3 cargos mixtes et leurs 1300 passagers embarqués malgré l'annonce du mouvement. Bon écoute-moi, pour l'instant ils sont en rade les bateaux. Mais tu les laisses un peu en rade et on fait un point dans 1 heure. Les navires seront finalement autorisés à accoster. C'est pour l'instant la seule entorse au blocus. Les pêcheurs sont déterminés. Plus le gazole augmente, plus leur salaire diminue. C'est ce qu'ils expliqueront demain à Hervé Guéma. On demande au ministre d'intervenir, en plus de voir pour les charges sociales, qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, dans l'urgence, avec quelque chose de concret pour demain soir. Le mouvement, comme ici à Toulon, est reconduit jusqu'à demain après-midi et qui s'est prolongé si le ministre n'apporte aucune solution concrète, comme par exemple des allègements fiscaux. C'est parti pour le 3939. Vous le connaissez déjà, il s'agit du numéro qui est censé faire gagner du temps pour les renseignements administratifs, impôts, carte grise, passeport, mariage. La ligne est ouverte depuis ce matin et elle est victime de son succès. Les 60 standardistes sont submergés d'appels. François-Julien Piednoir, Valérie Fourniou. Tous nos agents sont actuellement en ligne. Il fallait s'y attendre, le 3939 est déjà saturé. Depuis ce matin, 100 000 personnes l'ont composé et il n'y avait que 60 opérateurs pour leur répondre. Et c'était de perte ou un vol? Elle est périmée, la carte d'identité, c'est pas la refaire. D'accord, c'est donc l'identité. Et en ce qui concerne votre passeport? Pareil, il est périmé. L'objectif est de répondre à 80% des questions qui nous sont posées, alors soit par une réponse directe, soit par en fait l'orientation vers un service expert par exemple. Passeport perdu, allocation suspendue, formulaire illisible, sans parler de l'alinéa 4 de l'imprimé E 112 incompréhensible pour le profane. Une solution, le 3939. Pardon? L'AME, l'aide médicale d'État. Ce numéro est censé vous informer et accessoirement réconcilier les Français avec l'administration. Il y a plein de choses à remplir, c'est pas toujours hyper bien expliqué, donc c'est un peu compliqué, oui. On se retrouve à courir de gauche à droite, c'est un parcours de combattant incroyable en fait. Donc il faut trouver, il y a un milliard de papiers à trouver, il y a un milliard de choses à faire, il faut avoir l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, on est extrêmement mal barré. Mais attention, le 3939 n'est pas un bureau des litiges. Et ça me sert à quoi l'attestation de loyer? Quand vous irez à la sécurité sociale ou aux allocations familiales, c'est pas le 3939 qui va résoudre vos problèmes. Pour 12 centimes d'euros par appel, le 3939 s'engage à décrocher au bout de 3 sonneries. Ce n'était pas toujours le cas aujourd'hui. Voilà, 12 centimes d'euros par appel.
La sécurité routière avec une première judiciaire. Un couple comparaît demain à Nancy parce qu'il avait laissé partir un ami ivre en voiture après une soirée arrosée. L'homme avait provoqué un accident qui avait fait 5 morts. Le couple risque, en théorie, jusqu'à 5 ans de prison. Aurélia Guillemin, Mathias Segaud. Coupable de quoi? C'est la question qui taraude Angélique Fraisse depuis ce terrible accident de la route qui a coûté la vie à 5 personnes. C'est pas moi qui conduisais et c'est pas nous qui avons tué les personnes. Le coupable, il est mort. C'est lui qui a commis ça, c'est pas nous. Ce soir-là, elle et son mari avaient organisé un dîner entre amis. L'un des convives, ivre, décide de reprendre la route à l'issue de la soirée. Sur cette portion de l'autoroute, il fait subitement demi-tour et percute de plein fouet le véhicule d'un couple et de ses 3 enfants. Bilan, 5 morts, dont le chauffard. Et aujourd'hui, c'est à Angélique qu'on demande des comptes. J'ai voulu prendre ses clés et il n'a pas voulu. On a tout fait pour qu'il reste, mais il a voulu sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Appeler la police? Ouais. J'y ai pas pensé. Ça vient pas à l'esprit des gens d'appeler la police quand quelqu'un sort de chez soi. Ne pas avoir appelé la police, c'est pourtant ce que la justice reproche à Angélique Fraisse et à son mari. Demain, ils comparaîtront pour non-empêchement de crime. S'ils avaient su ce qui allait se passer, et je ne dis pas imaginer, mais su ce qui allait se passer, peut-être auraient-ils appelé. À supposer qu'ils aient appelé, est-ce que ça aurait empêché l'accident? Ça, je n'y crois absolument pas. Il y a 12 ans, Angélique Fraisse a elle-même été victime d'un grave accident de la route. À l'époque, un chauffard en état d'ébriété l'a privée de l'usage de ses jambes. Demain, avec son mari, c'est elle qui sera sur le banc des accusés. Ils encourent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et à propos de sécurité routière, la mésaventure d'un automobiliste de 30 ans. Il a été contraint de rouler pendant 1 heure à près de 200 km/h sur l'autoroute A71 parce que son régulateur de vitesse était coincé. Il avait lui-même appelé les gendarmes. Il a finalement réussi à couper le moteur. Toujours à ce propos, cette initiative unique d'un CRS, la prévention en prison. Il va lui-même voir des détenus, parfois avec des victimes d'accidents, pour les sensibiliser. Une méthode qui semble porter ses fruits. Amaury Guibert, Madi Diawara. Au détour d'un couloir de la maison d'arrêt, une salle de classe, un exposé sur la violence routière qui débute en photo. Certaines sont insoutenables. La jambe là, mais pourtant elle était bien équipée, hein, mais bon. Là on dirait même pas un corps. J'ai été pendant 3 ans sur autoroute, donc c'était mon lot quotidien. À côté d'un CRS, moniteur en prévention routière, Marc Merger, paraplégique après un accident de la route. En face des détenus, certains délinquants de la route, d'autres pas. Vous êtes en prison, moi aussi. Vous y êtes pour un petit moment, moi j'ai pris perpète. Un discours choc pour susciter des réactions. Regard de l'autre. Ah, j'oubliais encore un petit truc, c'est le suicide. C'est ce que j'allais vous poser comme question, savoir si vous y avez pensé au moment où vous avez réalisé réellement ce qui vous arrivait. Évidemment que vous pensez à la mort. Essayez de bouger votre jambe, elle bouge pas. Elle est morte. Ah, pourquoi pas le reste? Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, même si vous voulez sur 10 ou 15 détenus, s'il y en a ne serait-ce qu'un, c'est bien. Une prise de conscience en milieu carcéral où le respect de la loi n'est pas une évidence. Des débats comme aujourd'hui, si j'avais peut-être vu ça, ça m'aurait laissé beaucoup plus à réfléchir, c'est vrai. C'est vachement important, c'est tout là de faire comprendre qu'il faut faire attention. C'est évident qu'avec ce que nous leur avons montré, ils comprennent mieux le sens de notre démarche. Et il est vrai aussi qu'en étant malheureusement ici, ils sont obligés de se remettre en question. Ça, c'est clair. L'initiative repose sur 2 constats. La délinquance routière est souvent associée à d'autres formes de délinquance. Et en France, les détenus pour délits routiers sont de plus en plus nombreux, plus 12% en 1 an. L'actualité à l'étranger, d'abord ce nouveau naufrage d'un bateau chargé d'immigrés clandestins. L'embarcation transportait 75 personnes, des Marocains pour la plupart. Elle a quitté la côte non loin de Sousse en Tunisie pour gagner l'île de Lampedusa en Italie. Et la barque surchargée a fait naufrage très peu de temps après son départ. Elle a craqué, elle s'est coupée en 2. On compte 22 noyés, 42 disparus. Les drames de ce genre se sont multipliés ces dernières années en Méditerranée. La situation en Irak, nouvelles attaques à la voiture piégée, 3 pour cette seule journée, dont 2 à Bagdad. Il y a au moins 20 morts.
Par ailleurs, les raids américains se poursuivent à Falloujah, fief de la rébellion sunnite. Ce climat rend difficile la reconstruction. Les Américains avaient prévu d'y consacrer 20 milliards de dollars depuis la fin de la guerre pour relancer l'économie. À ce jour, un seul de ces milliards a été utilisé. Envoyés spéciaux Thierry Curtet, Abdelzouyesh. Le premier coup d'œil est trompeur. Des magasins achalandés, des rues embouteillées pourraient presque faire croire que l'économie irakienne est enfin repartie. Regardez toutes ces machines-là. Elles sont arrêtées, sauf celle-ci qui tourne 1 heure ou 2. Son usine ne tourne qu'à 15% de ses capacités. Ce qui lui arrive est très commun. Dans cet Irak centralisé, le premier client reste l'État. Mais cet État provisoire, instable, ne commande plus rien, sinon quelques pièces détachées. Cette machine à faire des sacs en plastique était sa seule commande privée. Ils nous ont versé 50% d'avance. Nous avons fait les 3/4 du travail et là, la société nous a dit qu'elle abandonnait. Il paye aujourd'hui ses ouvriers de sa poche et prévoit de fermer l'usine à la fin de l'année. Khaled, le commerçant, lui, se frotte les mains au contraire. Les Irakiens se précipitent pour acheter son électroménager. Il sait pourtant que le taux de chômage estimé dépasse les 50% et que beaucoup de ses compatriotes vivent d'une économie clandestine. Mais lui vit bien parce qu'il n'y a pas d'État. La plupart des machines viennent d'Iran, de Turquie et aussi de l'Union européenne. Est-ce que vous payez des taxes? Actuellement, nous ne payons aucune taxe. Rien de ce qu'ils vendent ici n'est fabriqué en Irak. Le pays paye ses fonctionnaires avec les revenus du pétrole et espère reconstruire avec les aides étrangères. Le Congrès américain a voté 18 milliards de dollars de crédit pour reconstruire l'Irak. C'était il y a 18 mois. Tout compte fait, un seul milliard a été dépensé et dans certains projets, jusqu'à 80% du budget va à la sécurité. Une information encore à propos de l'Irak, la Pologne, alliée des États-Unis dans la guerre, a pour la première fois indiqué très précisément quand elle comptait retirer ses troupes. Ce serait en décembre 2005. Au Proche-Orient, pas de répit dans l'offensive israélienne dans le nord de la bande de Gaza. 8 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, dont un enfant. Une opération qui pourrait durer des semaines, a indiqué l'armée. Elle vise, vous le savez, à empêcher les tirs de missiles contre le sud d'Israël. Les élections municipales au Brésil, très suivies parce qu'elles représentent un test à mi-mandat pour le président Lula, héros des altermondialistes. Eh bien son parti, le Parti des travailleurs, s'en renforcer du scrutin. Il est vrai que 2 ans après son élection, Lula a fait revenir la croissance, mais pas forcément comme on l'attendait. Gilles Rabin. Hier, la météo était à la pluie sur la célèbre baie de Rio de Janeiro, comme sur le reste du Brésil. C'est peut-être aussi pourquoi le vote pour les municipales a été massif et sans équivoque. Une élection test pour Lula, l'ancien syndicaliste élu fin 2002 à la présidence brésilienne. Test réussi, son parti des travailleurs, qui jusqu'ici contrôlait 180 villes, en gagnerait 500. Seule ombre au tableau, São Paulo, la capitale économique du pays, où la maire sortante Marta Suplicy, l'égérie du parti de Lula, est pour l'instant en mauvaise posture pour le 2e tour. Réussite paradoxale de Lula, le président des pauvres, élu sur un programme social qualifié à l'époque d'altermondialiste et qui faisait figure d'épouvantail. Il a commencé son mandat contre toutes ses promesses électorales en appliquant le programme de rigueur économique de son prédécesseur. Lui, qui avait passé sa vie de syndicaliste à lutter contre les effets de la mondialisation, commençait par appliquer les directives du Fonds monétaire international. Je ne suis pas Dieu le Père, disait-il en forme d'excuse, je ne peux pas faire de miracle. En un peu moins d'1 an et demi, Lula a réussi à redresser la barre et aujourd'hui tous les indicateurs économiques du Brésil passent au vert. Bref, Lula s'est donné les moyens financiers d'appliquer les réformes promises. La tournée de Jacques Chirac en Asie, le président de la République part demain. Temps fort, sa visite en Chine qui célèbre à partir de samedi l'année de la France. Voici un aspect important de la coopération entre les deux pays. Les étudiants chinois sont de plus en plus nombreux à être accueillis chez nous, même si la sélection est drastique. Les problèmes d'immigration clandestine ne sont en effet jamais loin. Correspondance à Pékin, Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. Chaque matin, ils sont des centaines devant les ambassades d'Allemagne, de France ou d'Espagne à demander un visa pour un pays européen. La France est l'une des destinations les plus prisées, surtout chez les jeunes Chinois qui veulent y faire des études. Pour faire échec à l'immigration clandestine et aux faux diplômes, l'ambassade de France a lancé ici une expérience unique, le centre d'évaluation des langues. Passage obligé pour ces étudiants avant d'obtenir le visa. La France est très belle.
Le système d'éducation est très performant. Grâce à l'entretien que va subir Louo, on a pu faire échec à 15% de faux diplômés. Il va réussir cette épreuve, mais ne sait pas trop ce qui l'attend. Qu'est-ce que vous voulez étudier en France? Quelle spécialité voulez-vous étudier? Le commerce international. Au total, ça fait combien d'années d'études? Je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte des difficultés d'étudier en France. Ici, quand on rentre à l'université chinoise, on est quasiment assuré d'avoir le diplôme. Ils partent un petit peu en France dans la même démarche. Ils pensent que parce qu'ils ont une fenêtre de préinscription, ils auront forcément le diplôme à l'arrivée. Ça, c'est plus difficile de le leur faire comprendre. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à vouloir apprendre le français. Plus de 15 000 étudiants suivent aujourd'hui des cours dans les 8 alliances françaises de Chine. Et pas pour venir en France en clandestin. Ils sont attirés par notre système éducatif et ce qu'on enseigne dans l'Hexagone. J'aimerais bien apprendre les techniques de défense de l'environnement en France et revenir ensuite en Chine. Il y a aussi le faible coût, enfin relatif, on peut dire, des études dans les universités françaises. Si on compare par rapport aux universités américaines qui sont très chères, aux universités allemandes ou anglaises. C'est une part de leur motivation. Avec 500 heures de cours de français étalés sur 5 mois, ces étudiants chinois se sentent armés pour affronter des études en France. La volonté et la motivation feront le reste. Les sciences et ces interrogations ravivées par la récente vague de cyclones. Combien de terres, combien d'îles pourraient être englouties suite au réchauffement et donc à la montée des eaux? En fait, tous les atolls de moins d'1,50 m au-dessus du niveau de la mer sont concernés. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Monteil, Patrick Voix. Un petit coin de paradis, les Maldives. Regardez-les bien, car dans 100 ans, ces îles auront sûrement disparu, englouties sous les eaux ou dévastées par des cyclones. Un scénario catastrophe prédit par les scientifiques. Dans tous les océans, des centaines d'îles et d'îlots sont menacés. En cause, le réchauffement climatique, jusqu'à 5 degrés supplémentaires d'ici 2100. La chaleur diffuse dans la mer et comme tout bon vieux thermomètre, l'eau de mer se dilate si elle se réchauffe. Et comme le thermomètre, le niveau de la mer monte inexorablement. 3 mm par an, mesuré par ce satellite, Topex Poséidon. Dans 100 ans, 1 mètre de plus, une catastrophe pour des îles comme Tuvalu qui culminent à seulement 5 mètres. Leur avenir, disparaître sous les eaux ou subir l'assaut de tempêtes de plus en plus nombreuses. Les vents avant intervenaient tous les 7 ans à peu près, les grands vents, maintenant c'est tous les 2 ans. Les tempêtes, ça peut être à peu près tous les mois de l'année, alors qu'avant c'était plutôt pendant la période d'hiver. Les palmiers tombent. Il n'y a plus de plage. Je veux dire, heureusement il n'y a pas de tourisme, mais même s'il y avait du tourisme, les gens partiront en courant parce qu'il n'y a plus de plage sur l'île principale. Pour les 80 000 habitants des Maldives, il faut désormais fuir ou lutter. Lutter en construisant par exemple un mur de béton géant. Plus de 10 millions d'euros le kilomètre, sans réelle garantie. Ce n'est pas une solution pour 2 siècles parce qu'il faudra surélever en permanence les digues, etc. Donc ça, c'est un des problèmes essentiels que ces îles ont à résoudre. Et comme si un malheur ne suffisait pas, derrière l'image de carte postale se cache un paradis de plus en plus perdu. Les coraux meurent, blanchissent sous l'effet de la chaleur. Les algues indésirables se multiplient, quant aux déchets, ils s'accumulent. On importe tout ça sur une île qui fait 100 km² de superficie. Et après, quand ça marche plus, quand la pile est usée, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas d'usine de traitement de déchets, il n'y a pas d'usine de recyclage de tous ces produits. Donc ça reste dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert. Les îles ne sont pas les seules à être menacées. En Caroline du Nord, les Américains ont dû déménager à grands frais ce phare, vieux de 130 ans. La mer s'en approchait un peu trop. Pire, certaines simulations tablant sur une hypothèse très pessimiste prévoient même l'anéantissement des côtes de la Nouvelle-Orléans sous 6 mètres d'eau. Mais d'ici 100 ans, les principales victimes du réchauffement seront les habitants des deltas comme ceux du Bangladesh, 17 millions de paysans voués à l'exode.
Et les îles, les atolls concernés ont décidé de se regrouper en association internationale. Le réchauffement encore et ses conséquences, mais en France cette fois, en Haute-Savoie, dans la vallée de la Maurienne, un lac de haute montagne menace de déborder. Il est alimenté par la fonte des glaciers qui s'accélère. Un pont et quelques habitations sont menacées. Les opérations de pompage ont commencé aujourd'hui. Correspondant Stéphanie Labrousse, Philippe Fivet. À 3218 mètres d'altitude, le lac glaciaire de Rochemelon. 600 000 mètres cubes d'eau estimés et un débordement qui menace. Des sacs de sable ont été installés pour renforcer le verrou glaciaire. Car la glace a fondu en surface, mais aussi en profondeur. L'eau est à 1 degré. Et donc pour les glaciologues, de l'eau à 1 degré, c'est de l'eau chaude par rapport au glacier. Donc l'eau sous cave, c'est-à-dire qu'elle creuse sous nos pieds. On est quasiment sûr puisque des plongeurs sont descendus. En août, il y avait ici encore 1,50 m de glace en surface. Aujourd'hui, 20 cm tout au plus. L'objectif majeur va donc consister à siphonner le lac, d'abord avec ses tuyaux, puis avec des canalisations plus grosses. Le trop-plein sera rejeté un peu plus bas. Le niveau doit baisser de 5 mètres. On ose espérer arriver à mettre en place un siphonnage de l'ordre de 300 litres par seconde, ce qui permettrait à ce moment-là, en 6 jours, de vidanger les 150 à 200 000 m3 que représente la dénivelée des 5 mètres. Et si tout va bien, à mon avis, on ne se privera pas de le vidanger complètement. Mais ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Car pour l'instant, l'hypothèse d'un déversement du lac plane toujours et entraînerait un gonflement du torrent en contrebas. Rien d'alarmant selon les autorités. À Besson, monsieur le maire a déjà évalué les risques. Il y a des chalets qui pourraient être détruits et puis au débouché dans la vallée de l'Arc lui-même, au niveau des infrastructures, les ponts routiers en particulier. Personne ici ne souhaite en tout cas dramatiser. Demain, le siphonnage du lac devrait bien avancer. Techniciens de la montagne et glaciologues y veilleront. Le coup d'envoi des Nobel. Les prix seront annoncés toute la semaine. Premier d'entre eux aujourd'hui, la médecine. Il a été décerné à un couple d'Américains qui a percé les secrets de l'odorat. Jean-Daniel Flézaquier, Olivier Robert. Non, la première impression qu'on a, ce sont des notes fruitées. Si vous goûtez un vin et que vous y trouvez des odeurs de cassis, de griotte ou de vanille, vous pouvez remercier Richard Axel et Linda Buck, prix Nobel de médecine 2004. C'est grâce à eux qu'on sait comment nous réussissons à appréhender les 400 000 odeurs qui nous entourent. Les autres sens ne nécessitent qu'une dizaine de récepteurs sur les cellules nerveuses de la rétine ou de l'oreille interne par exemple. Pour capter les odeurs, il y a des milliers de récepteurs différents sur les cellules situées dans le nez. Tout passe ensuite vers le bulbe olfactif, puis le rhinencéphale où les diverses odeurs sont rassemblées pour être mises en mémoire. C'est ce cocktail d'effluves qui permet à l'agneau de retrouver les mamelles nourricières de sa mère au milieu du troupeau de brebis. C'est aussi grâce à des hormones olfactives, les phéromones, que le papillon trouvera la compagne qui le fera sortir de son cocon. Mais que peuvent espérer celles et ceux qui n'ont plus d'odorat? Peut-être qu'un jour, on pourra faire de la thérapie génique sur l'organe de l'odorat, ce qui serait merveilleux et qui permettrait notamment à certains patients qui ont perdu l'odorat de le retrouver grâce à la synthèse de nouveaux neurones qui vont capter ces odeurs qui leur manquent tant. Par rapport aux animaux, l'être humain a vu la partie du cerveau dévolue à l'odorat se faire envahir par les structures liées à l'émotion. Il suffisait par exemple de présenter un gâteau bien précis à Proust pour qu'il fonde comme une madeleine. Médecine, toujours avec la disparition de Jacques Benveniste, ce biologiste qui s'était fait connaître avec sa théorie de la mémoire de l'eau. Il avait tenté, vous vous en souvenez peut-être, de prouver que les molécules d'eau pouvaient retenir des informations. Il est mort hier à Paris, il avait 69 ans. L'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Signe particulier, cette pêche n'est autorisée qu'une demi-heure par jour, 2 jours par semaine. Et pour les contrevenants, les sanctions sont sévères car il s'agit d'assurer la reproduction de cette espèce très prisée en France. Romuald Bonan, Michel Hiver, Fabien Delory. Pour le Cap Horn et ses 3 membres d'équipage, c'est le calme avant la tempête. L'attente sur zone, comme pour les 240 autres chalutiers présents ce matin pour l'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques. On attend l'heure. Et là, vous êtes prêts? Ah oui. Une armée en ordre de bataille pour une pêche qui ne va durer que 30 minutes, pas une seconde de plus, sous le contrôle des agents des affaires maritimes dans leur avion de surveillance. Unité, top, début de pêche, voilà. Ça y est. Pour Loïc et ses 2 coéquipiers, pas de temps à perdre. En une demi-heure, ils vont larguer les dragues par 3 fois. Dans cette zone la plus importante en France pour la coquille, les quotas sont stricts. Environ 7000 tonnes seront pêchées cette saison, soit la moitié des captures françaises. Le jeu en vaut la chandelle? Ah oui, les coquilles, c'est bien. Personne ne dira le contraire.
Surtout à 2 francs 40 le litre de gasoil, c'est... Vaut mieux aller aux coquilles qu'aux chalures. Une pêche qui attire les convoitises. Du coup, elle est aussi l'une des plus réglementées au monde. Dans ces filets métalliques, seules les coquilles de plus de 10 cm sont prélevées. Et seulement 2 fois par semaine. Il y a d'autres gisements qui sont classés mais qui sont fermés à la pêche. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas d'autorisation de pêcher dans ces zones. Mais chaque année, les Français consomment 100 000 tonnes, 8 fois plus que pêcher. Alors l'envie est parfois trop forte. C'est vrai qu'on peut faire plus cette année, mais notre souci et notre responsabilité, c'est d'assurer la pérennité de ce gisement. Avec 900 kilos, cette première journée a été excellente pour le Cap Horn. Une bonne augure pour cette saison qui va durer jusqu'en avril. Sport, football, un rappel en Ligue 1. Lyon a battu Saint-Etienne in extremis hier soir 3-2 malgré une très belle partie des Verts. Les Lyonnais étaient menés 2-1 grâce à Juninho, vous l'avez vu, sur pénalty en 2 temps, puis à Govou dans les arrêts de jeu. Il marque les 3 points de la victoire et garde le contact avec Lille, premier au classement. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, regardez bien, c'est un autre but, il est signé Thierry Henry. Ça s'appelle une talonnade. Il était dos au but, il était bloqué par un défenseur adverse. Il a marqué quand même. Et Arsenal a remporté le match 4-0 face à Charlton. Arsenal en tête du championnat anglais. Bravo Thierry. Un nouveau spectacle du cirque Plume qui renouvelle le genre. Un spectacle autour d'un thème, l'eau. Marie-Hélène Bonneau, Mathieu Biardel. Un cirque qui prend l'eau et qui la met en scène. Plic-ploc, nouvelle composition du cirque Plume. Les artistes jouent sur cette partition aérienne, l'eau. De la simple goutte à la fuite qui tourne à la catastrophe. Répétition sur la scène. Je coupe le robinet. Chacun mouille sa chemise ou son ciré. On a fait beaucoup d'improvisation autour de l'eau, avec de l'eau qui sortait du sol, du plafond, des côtés. Donc on a bien pataugé pendant 4 mois, alors ça nous a bien amusé. Ouais. Côté coulisses, on s'immerge dans la musique composée pour ce spectacle. Et de la sueur pour les échauffements, avec une difficulté supplémentaire. Moi j'ai toujours travaillé sans eau. Maintenant l'eau c'est une contrainte de plus. Il faut apprendre à glisser dessus, je dirais. Des amoureux dessinent un cœur sur le sable. On a vraiment suivi le fil de l'eau et on est allé voir où ça nous menait. Et alors, comme bien entendu, au départ c'était de faire un spectacle avec du cirque. Et les enfants de la balle font aussi de la musique sur des casseroles. Plic-ploc, un spectacle qui emmène le public sur les rives de l'enfance et de l'émotion. On en sort les yeux écarquillés et même parfois un peu mouillés. Une disparition, celle de Janet Leigh. Le film Psychose d'Hitchcock et la fameuse scène du meurtre sous la douche l'avaient rendue célèbre. Janet Leigh, mère de Jamie Lee Curtis et ex-femme de Tony Curtis, avait 77 ans. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h55, un téléfilm Les Passeurs avec Guy Marchand. 22h40, complément d'enquête. Manger tue, les dangers de la nourriture trop sucrée. C'est une enquête à suivre avec Benoît Duquesne, donc à partir de 11h-20. Minuit et demi, dernier journal, Ève Mettet. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le sénateur socialiste Michel Charasse. On se quitte sur ces images du nouveau test réussi de Spaceship One, qu'on suit de très près ici. Le premier engin spatial a battu un record d'altitude aujourd'hui, 114 km d'altitude. La frontière de l'espace est estimée à 100 km. Des vols qui seront, vous le savez, ouverts au public contre monnaie sonnante et trébuchante à partir de 2009. À demain.